Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Claire Delphos et moi-même allons vous présenter une conférence et puis après un échange avec vous autour de la notion de terroir, directement liée à la notion de terre. Donc, et de l'illustrer principalement par nos travaux de recherche de terrain qui ont trait au milieu d'élevage, au milieu fromager, pour ma collègue Claire Delphos, et pour moi-même davantage en lien avec la viticulture. Donc, la notion de terroir, effectivement, en général, on retrouve ce terme-là très rapidement, très fréquemment dans des différentes évocations qu'on peut avoir à la fois pour des noms de magasins liés au goût, à la saveur. Les produits de terroir sont aussi liés donc à des noms de lieux que vous avez en haut à gauche, Montmorency. Le terme de lieu, la référence au lieu est un point absolument fondamental, nous en reparlerons. Et vous avez aussi à certains moments d'autres éléments qui se collent à la notion de terroir que nous verrons, notamment le terme bio. Le terroir n'étant pas forcément bio de prime abord. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'attaché au nom de terroir, au terme terroir, c'est le terme produit, la production tirée de la terre. Donc on va essayer de voir ensemble comment ces produits de terroir sont revisités, sont bousculés par des éléments fondamentaux liés au réchauffement climatique notamment, mais pas uniquement aux attentes de la société. Donc, si on reprend la notion de terroir fondamentalement, ça vient bien du latin, hein, donc de terre. Territoire a aussi la même origine, hein, là encore une fois. Donc, on est complètement dans la thématique du festival de cette année. Et pour les géographes que nous sommes, et plus spécifiquement pour les géographes ruralistes, la notion de terroir est intimement liée à l'espace rural, aux espaces ruraux. C'est-à-dire que c'est bien un espace, donc toute commune a un terroir, un espace, mais un espace qui a des spécificités similaires sur des plans d'abord, je dis bien d'abord, physiques. Ça peut être la pente, le relief, le climat, le sol, le sous-sol, là encore une fois, et tous les aspects climatiques que nous allons évoquer. Donc le terroir, c'est fondamentalement n'importe quelle partie du finage, donc finage qui veut dire territoire communal, et si on illustre de façon différente donc cette notion de terroir, vous avez en haut à gauche, c'est la vigne, hein, mais s'il n'y avait pas de vigne, j'aurais quand même un terroir, hein, bien évidemment. Donc en haut à gauche, à Châteauneuf-du-Pape, vous avez un terroir essentiellement pierreux, je vais dire avec des galets, donc liés à l'histoire de ce terroir, mais là il est essentiellement physique avec ces galets qui donnent la renommée de ce vignoble parce qu'il permet de réchauffer les vignes, donc encore une fois pendant les nuits. Donc une spécificité ici d'un plateau, hein, on est sur une partie de plateau avec un sol que l'on voit ici essentiellement pierreux, avec des galets. Donc une spécificité d'abord physique. Les cépages, on les verra tout à l'heure. Donc en haut à droite, donc un terroir alsacien ici sur le piémont des Vosges. Donc là avec une pente, des terrasses et des vignes inclinées de façon différente, nous en reparlerons. Donc, un plateau, un piémont, et en bas, donc vous avez dans l'arrière-pays varois un terroir de prairie. Donc l'unité globale ici, ça va être la topographie, ça va être de la prairie, essentiellement calcaire, à laquelle donc est rattachée une zone de pacage. Donc trois terroirs différents qui correspondent à trois parties différentes du finage, mais avec une unité pour chacun d'entre eux. Mais ces terroirs, nous les retrouvons aussi dans les milieux d'élevage. Alors, dans les milieux d'élevage, on vous présente les terroirs du Massif central, donc plutôt volcanique, avec aussi des grands espaces qui servent à la fois pour un élevage laitier dont le lait est transformé en fromage, différents fromages d'Auvergne, ou aussi pour de la viande, avec aussi des labels, indications géographiques ou labels rouges sur de la viande. Ce terroir, il est ici c'est un terroir pareil calcaire du comté, donc où on est ici dans le Revermont, mais on voit une herbe un peu particulière qui est l'herbe qui est liée au calcaire, hein, avec peu de sol et peu d'eau. Et puis je vous ai mis ici ce terroir, dit terroir physique, va donner de l'herbe qui donc détermine
un goût spécifique dans le lait, par exemple, ou dans la viande. Et ici, vous avez de l'herbe qui a été fauchée pour le Munster sur les Hauts-de-Chaume. Voilà. Donc, le terroir physique en élevage, c'est plus difficile à saisir que le terroir physique dans le vin, parce que depuis longtemps, dans le vin, on l'associe aux cailloux, à la pente, etc. Et pour l'élevage, il y a un élément qui transforme, c'est l'animal, qui va donner après un produit avec un goût spécifique. Donc le terroir, comme on vient de le montrer, permet des productions agricoles extrêmement variées, qui peuvent être donc des céréales comme des animaux, on va dire des productions végétales comme des productions animales. Et ce qui est fondamental pour les géographes, c'est cette notion d'homme. Le rôle de l'homme, les hommes qui vont... Vous voyez, hein, dès le matin, hein, c'est un petit peu difficile. Les hommes qui ont adapté en fait une production, donc en fonction du terroir physique qui leur est proposé. Donc le terroir physique propose un milieu d'une façon générale, et l'homme va en disposer, l'adapter pour une production agricole. Cette production qui y prospère lorsqu'elle est rattachée à des appellations d'origine, cette production est censée avoir des qualités spécifiques valorisés par les appellations, comme on va pouvoir le montrer. D'où la notion de produit de terroir ou du terroir, quand on veut montrer un terroir spécifique, et en général, on va l'attacher à un nom de façon particulière. Donc le terroir, de façon très simple, on peut l'associer de façon schématique, on peut dire que c'est bien, il y a un terroir agronomique, et ce terroir agronomique pour le géographe, c'est important de le signaler, comporte aussi une dimension sociale. C'est la mise en valeur de ce terroir, c'est-à-dire par le choix des races, comme on le rediscutera, le choix des races, le choix des cépages, les techniques qui sont proposées, les techniques, je vais dire, à la fois de culture, de vinification ou après de transformation du lait. C'est ce savoir-faire qui va être utilisé progressivement par les appellations d'origine. Donc une dimension agronomique avec des potentialités et une mise en valeur par l'homme en fonction aussi d'un contexte technique spécifique, hein, qui n'est pas le même selon les siècles. Et c'est important à souligner, puisque ce débat sur terroir physique et terroir qui associe le milieu physique et les hommes, et donc des traditions, un ancrage, etc., c'est fait l'objet de débats à l'échelle internationale, notamment par exemple aux États-Unis, où on découvre à peine le terme de terroir, qui d'ailleurs n'est pas traduit, hein, c'est un terme intraduisible en langue étrangère. On le réutilise aux États-Unis, mais seulement avec une forme de déterminisme physique. Et ce qui illustre la différence en France, c'est que longtemps, et en particulier en géographie, il y a eu beaucoup de débats entre géographes, hein, notamment viticoles, sur qu'est-ce qu'on entend par terroir. Et depuis les années 1950, des géographes appuient sur le fait que terroir, c'est aussi lié à une histoire des hommes et une adaptation des hommes au milieu. Voilà. Et ça, c'est ce que les Français ont réussi à faire entendre à l'échelle de l'Union européenne, quand il a été débattu la question du maintien des appellations d'origine au moment du traité de Maastricht, et aujourd'hui qui fait l'objet de débats internationaux sur les indications géographiques. Les États-Unis, par exemple, ne reconnaissant comme indication géographique que sur le vin, et pas sur les autres produits malgré des accords internationaux. Dans la notion de terroir, donc c'est bien ce que tu évoquais, l'interaction entre l'homme et son milieu. Et on le retrouve très bien dans la définition donc, des géographes, notamment celle de Michel Lusseau, qui insiste sur cet aspect-là. Et cette interaction donc, va conduit à des liens particuliers entre l'homme, donc encore une fois, et son milieu naturel. Et on va essayer de voir en quoi ces terroirs révèlent des liens très forts ou pas, qui évoluent, donc des liens forts à la Terre, et comment le changement climatique fait évoluer ces liens de l'homme avec son milieu et de l'homme avec les productions qu'il propose. Donc dans un premier temps,
effectivement, on va revenir de façon globale sur cette notion de terroir attachée aux appellations, parce que c'est fondamentalement ce qui est important dans un cas français, avant de voir tous ces éléments qui sont bousculés par le changement climatique. Alors sur la diapositive suivante, on va rappeler que effectivement les produits de terroir ont une origine par leur dénomination géographique. Claire. Alors, oui, les produits de terroir, en France notamment, ils ont justement une dénomination géographique. C'est comme ça que tout de suite on s'est demandé, alors je vais vous faire un peu d'histoire, dès la loi de 1905 dite sur la répression des fraudes et les betteraves, parce qu'il y avait aussi des choses sur les betteraves. Cette loi sur la répression des fraudes, c'est la première loi qui vise à définir les produits alimentaires. L'huile, qu'est-ce que l'huile, qu'est-ce que le vin, qu'est-ce que les pâtes alimentaires, etc. Donc des produits génériques. Et puis très vite, on s'est rendu compte que si on définit le vin, on va définir le vin blanc, le vin rouge, mais comment on va définir Bordeaux ? Est-ce que Bordeaux, on le définit par on peut le décrire comme ça, ou est-ce que le vin de Bordeaux vient de la région de Bordeaux ? Et dès 1905, on s'est posé cette question. Et de fait, en 1919, une loi a été votée en France, la loi sur les appellations d'origine, qui précise que certains produits ne peuvent être définis que par leurs caractéristiques liées à leur origine de production. Et dans la loi de 1919, c'est les usages locaux, loyaux et constants. Alors constant, ça a bien évolué, parce qu'il faut évoluer aussi avec soi, mais il y a toujours cette idée de local et de constant, enfin, il y a l'idée d'antériorité, d'accord ? Donc dans la loi française, c'est une des premières à avoir eu, quand on définit les produits, définir des produits spécifiques dont le nom géographique tient un nom de lieu. Alors c'est intéressant parce que très vite, ce sont sur les vins pas trop de problèmes, sur les fromages beaucoup plus de problèmes. Et très vite, par exemple, dans le reblochon, on a demandé une protection. Or, le reblochon, c'est pas un nom de lieu. Donc, ça a été débouté pendant assez longtemps. Enfin, sur les fromages, ça a mis du temps avant d'être aussi bien reconnu que sur le vin. Mais voilà. Alors, ce nom de lieu, c'est parfois le nom d'une région. Par exemple, alors je suis briarde, donc vous allez avoir des exemples sur le Brie. Le Brie, c'est une région. Brie de Meaux, Brie de Melun, Brie de Coulommiers sont des bries différents en fonction des noms de marché. Donc, nom d'une région, le Cantal, par exemple, etc. Nom d'une ville. Et pour le vin, nom de cru spécifique. Et puis, vous le savez, aujourd'hui, par exemple, en Bourgogne, on va même jusqu'à protéger par l'UNESCO les clos, donc des petites parcelles spécifiques. Alors, on vous a mis ici, par exemple, justement, les bries. Et vous avez le brie de Meaux, c'est un fromage c'était le fromage par excellence de Paris avant le grand succès du camembert après la guerre de 14. Donc, parce que c'est un fromage à pâte molle. Les fromages à pâte molle, ça ne se conserve pas quand il n'y a pas de frigo, etc. Donc, Meaux, c'est à 50 km de Paris, avec une voie de chemin de fer très rapidement. Donc, on le produit dans le Mulsien, dans le sud, autour de Meaux. Il est vendu le samedi à Meaux à des affineurs qui ont des caves autour de Paris, en dehors des... à Paris, en dehors des droits d'octroi, parce qu'on paye un droit quand on rentre dans les villes. Donc, tous les affineurs sont à l'est de Paris. Et ensuite, donc, affiné et vendu à Paris. D'accord ? Donc, le fromage, il a le nom de la ville-marché, de ce qu'on appelle le marché de gros. Voilà. Alors, vous avez Meaux, vous avez Coulommiers, et puis Melun, avec des bries différents. Aujourd'hui, par exemple, le brie de Meaux a une appellation, le brie de Melun a une appellation, et Coulommiers cherche à se faire protéger. Donc l'ensemble de
de ces produits sont liés donc au terroir et on porte un nom. Et comme tu l'avais mentionné, les usages locaux, loyaux et constants, c'est ce côté constant qui va être remis en cause principalement par les attentes de la société, mais aussi en lien avec le réchauffement climatique. Et par les producteurs. Et par les producteurs, on est bien d'accord. Et pourtant, dans les cahiers des charges des appellations qui sont là pour valoriser le terroir physique, mais aussi le terroir humain, comme on l'a vu, le savoir-faire, eh bien, ces éléments-là sont codifiés dans les cahiers des charges de toutes nos appellations d'origine. Ce qui est codifié principalement, si je prends le vin, donc ce sont les types de cépages, les rendements, la densité de plantation, la façon de pouvoir récolter, encore une fois, les raisins. Et en ce qui concerne les animaux, on peut retrouver l'alimentation animale, nous en reparlerons, le type de race. Alors, oui, en fait, on a un peu assimilé au moment. En fait, il faut revenir sur l'histoire de la législation un petit peu. 1919, une loi sur les appellations d'origine. 1935, la création de l'ancêtre de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, qui va gérer les vins, d'accord ? Et pour les autres produits, on avait soit des règlements judiciaires, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, et pour les fromages, la création d'un comité national des appellations d'origine laitière qui date seulement de 1958 et qui a vraiment fonctionné en 1973. Et en 1990, donc on a des systèmes différents suivant les produits, d'accord ? Et l'INAO ne gère que le vin jusqu'à 1990. 1990 se prépare le traité de Maastricht pour faire reconnaître cette notion d'appellation d'origine et donc de lien au terroir et de protection qui peut être considérée, c'est le cas aux États-Unis, j'ai évoqué tout à l'heure, comme de la distorsion de concurrence, d'accord ? Donc, en France, on va mettre on va nettoyer un petit peu le système français et montrer qu'il est bien. Voilà, pour dire il faut le reconnaître à l'échelle européenne. Donc, en 1990, l'INAO a géré tous les produits d'appellation. Et à partir de 1990, tous les produits d'appellation ont un décret et pas seulement un jugement. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, un décret avec définissant l'aire d'appellation et le cahier des charges qu'on a évoqué. Alors, comme on s'est un peu calé sur le vin, à l'INAO, on avait la culture du vin, on s'est dit, dans le vin, il y a le sol, etc. Il y a le cépage qui donne le vin. Alors, sur les productions animales, eh ben, on va faire pareil, on va dire il y a une race correspondante au cépage. Alors, dans certains cas, ça fonctionne très bien. Ça a permis de relancer des races locales. Dans le cas du Brie de Meaux, c'était quand même un petit peu compliqué parce que c'est une zone où on a importé, où on avait un mélange de races, de flamande, de Holstein et de normande, même historiquement. Voilà. Mais voilà, on y met les races. Et dans ces savoir-faire, dans ces cahiers des charges, on va retrouver, donc là c'est un exemple pris pour le vin, on va retrouver logiquement donc ce que vous avez à droite, l'aire d'appellation, c'est-à-dire les terroirs qui sont autorisés donc en fonction de leur capacité, leur qualité, leur spécificité physique et historique. Il y a l'antériorité de la culture sur ces terroirs-là et qui ont droit, là ici c'est l'AOP Grand Cru Schlossberg, c'est bien une aire d'appellation, ça ne veut pas dire que tout est planté, c'est tout ce qui est susceptible de l'être. Et très souvent, donc, correspondent à ces aires d'appellation un paysage. Et c'est ce paysage, en général, que le touriste retient comme élément principal du terroir. Donc, on a le paysage, l'aire d'appellation, et encore une fois, ces caractères paysagers, parfois peuvent être codifiés dans les cahiers des charges pour être préservés, notamment parce qu'ils font partie intégrante de la valorisation de cette terre dite d'appellation. Ça peut être Schlossberg, on va le voir encore une fois aussi pour l'élevage. Et ces aires d'appellation, donc qui autorisent la plantation, ce lien à la terre et au savoir-faire, peuvent être révisées, sont même régulièrement révisées dans leur délimitation. Si on prend l'exemple champenois, d'ici, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent pour augmenter l'aire d'appellation, donc du terroir champenois, et d'ici 2, 3, 4 ans, on attend toujours, il y aura 2 à 3 000 hectares supplémentaires, donc d'appellation Champagne. Mais c'est vraiment ce lien à la terre par rapport à un savoir-faire, on en reparlera, et la remise en cause de ce savoir-faire. Alors, je vous ai mis une race. Donc, la délimitation du terroir, une race. Alors ici,
c'est une abondance, mais qui n'a pas complètement la lunette, donc elle est limite. Mais voilà, je trouvais qu'elle elle se mettait bien en scène. Donc, en Savoie, ça date du week-end dernier. Voilà. Donc, la revendication des savoir-faire. Il n'y a pas de produits de terroir sans des savoir-faire, hein, on est bien d'accord, qui sont transmis au sein des familles, au sein des professions. Et donc, vous le voyez ici, là, c'est un éleveur qui transforme son lait de chèvre en picodon. Avec des moulages particuliers. Et évidemment, pour illustrer l'évolution des usages locaux, loyaux et constants, on n'est plus dans des moules en grès ou après en fer. Aujourd'hui, on est dans du plastique parce que aux normes, au cahier des charges s'ajoutent aussi des normes sanitaires, par exemple, et très fortement. Et puis, quand même, j'ai recherché dans mes archives, hein, j'ai trouvé une photo de Münster. J'avais travaillé sur le Münster il y a une bonne dizaine d'années pour le syndicat, donc avec la main de l'affineur, hein, et j'aurais pu vous mettre aussi les grandes maisons d'affinage de comté, par exemple au Fort des Rousses. Voilà. Donc, il y a même en fromage, peut-être aussi en vin, mais plusieurs acteurs, si vous voulez. Il y a, dans l'élevage, il y a celui qui transforme, il y a celui qui va affiner, par exemple, et il y a une tradition d'affinage et il y a des vrais savoir-faire. Par exemple, en Münster, il n'y a plus beaucoup de fabricants. Enfin, il reste des transformateurs à la ferme, mais après, en termes d'industriels, il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous prenez le même industriel avec des affineurs différents, vous allez avoir des fromages au goût différents. Donc, c'est bien le signe qu'il y a un savoir-faire derrière. Et si je prends l'exemple de la volaille, par exemple la volaille de Bresse, vous avez les éleveurs et puis après vous avez les volaillers qui vont préparer la volaille et la vendre. Souvent, ceux qui arrivent affineurs, volaillers, jouent aussi un rôle de grossiste, hein, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors, le terroir, on a essayé de vous montrer ces produits de terroir. Alors, pas pour le vin, hein, qui a une histoire quand même très spécifique, mais les autres produits de terroir, et en particulier ceux liés au lait, mais je peux même évoquer la volaille, en fait, ont été peu valorisés, très peu valorisés au moment de la grande modernisation de l'agriculture. En fait, c'est quasi des résistances qui ont fait que des producteurs ont continué à produire suivant les usages locaux et constants. L'industrie laitière, c'est une industrie qui s'est totalement développée à partir de 1960, hein, de façon assez intéressante. Dans les volailles, par exemple, vous avez la volaille industrielle, l'élevage industriel qui a émergé. Et du coup, ce qu'on valorisait, c'était plutôt des produits de qualité standard qu'on pouvait aussi exporter. Et le terroir était peu valorisé. Le terroir, c'était ringard. D'ailleurs, quand on parle de quelqu'un il est bien de son terroir, ça voulait dire, bon, voilà, hein, d'accord. Donc, du coup, à partir de 1980, on a un changement dans la représentation du produit de terroir. On n'est plus dans la nécessité de manger suffisamment et pas cher, d'accord, hein, parce que les politiques agricoles, elles ont été mises en œuvre peu de temps après la fin des tickets de rationnement, par exemple. Hein. Et du coup, là, à partir des années 80, on commence le consommateur à rechercher des différences de qualité. Et dans le même temps, les industriels cherchent à diversifier leur gamme, tout comme la grande distribution. À partir de ces années 80-90, vous allez avoir dans les supermarchés une gamme terroir, des marques distributeurs terroir, des marques distributeurs produits bio. On est dans la diversification du marché. Dans le même temps, l'image de la campagne change. On était, voilà, ce qui est la campagne est ringard. À partir des années 80, on commence à avoir une image de campagne, lieu du patrimoine, de l'authenticité, etc. Sur quoi joueront aussi les industriels. Hein. Ici, vous avez le groupe Bongrain qui est tout près, avait une pub sur le fromage des Chaumes.
avec une fermière dans les années 80. Donc, eux aussi jouaient beaucoup là-dessus. Donc, une sorte de renversement et recherche différente qui va faire qu'on va avoir une valorisation des produits de terroir. C'est pas pour rien, 1990, réforme de la loi sur les appellations d'origine. Une explosion de la demande de protection au titre des appellations d'origine dès les années 90, avec des relances de produits. Relance de produits de terroir égale une façon de maintenir de l'agriculture dans certains territoires. C'est l'arrivée du modèle Comté, modèle Beaufort, hein, aussi de maintenir une agriculture et de donner une image de qualité à un territoire. Je vous donne un exemple. La Tome des Bauges, l'appellation est arrivée en même temps que la labellisation du territoire comme un parc naturel régional. Le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, c'est en même temps que la réflexion sur la protection de la châtaigne d'Ardèche. Voilà, il y a vraiment ce lien très très fort entre développement local, produits de terroir. Ça va. Voilà. Alors, ça a bien fonctionné. Et puis, on a un changement fort en termes de société. On est plutôt sur une remise en cause de l'agriculture autour des questions environnementales. Et ça va aller aussi concerner les produits de terroir. Alors, peut-être pas complètement le vin, mais si je reste dans le domaine du fromage, le fromage, on a parmi les producteurs celui qui domine toutes les appellations d'origine fromagère, c'est le plus grand groupe laitier mondial. D'accord ? Donc on a une autre image, une image aussi un peu d'industrialisation du produit de terroir en lien avec l'évolution de la transformation. Donc une remise en cause, et une remise en cause aussi au titre de la durabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on va chercher, c'est avoir des produits qui respectent l'environnement, plutôt le bio, hein, même s'il est en crise depuis peu. Et cela remet en cause parfois les cahiers des charges. Aujourd'hui, on s'interroge là-dessus, alors que, par exemple, interdiction des OGM hein, dans les cahiers des charges AOP, alors que finalement, la durabilité, elle y est dans un certain nombre, dans la plupart des cahiers des charges. Alors, on vous a mis, on va diversifier un petit peu, le boulet de Bresse. Donc, la volaille de Bresse, c'est une appellation avec une demande de protection depuis 1938, une loi spécifique 1958 sur la volaille de Bresse, et jusqu'à l'année dernière, c'était la seule volaille avec une appellation d'origine. C'est la volaille française, bleu, blanc, rouge. On ne vous a pas mis la photo du panneau, mais partout en Bresse, vous avez bleu, blanc, rouge. Bleu, les pattes, blanc, les plumes, rouge, la crête. C'est la volaille française. Donc, vous le voyez, ces volailles, elles ne peuvent s'alimenter, elles sont carencées en alimentation, donc elles doivent avoir un grand espace, elles sont dans les prés tout le temps, elles ne sont pas en bâtiment, donc problème avec les épizooties, hein, la grippe aviaire, elles sont tout le temps à l'extérieur, elles mangent, elles grattent et elles vont dans les haies. Donc avec le cahier des charges, on a un bâtiment, il y a des bâtiments quand même pour le soir, hein, d'accord, mais elles ne doivent jamais être enfermées. Des bâtiments, des règles sur les bâtiments d'élevage, des règles sur l'alimentation, un parcours herbeux, elles sont vraiment dehors, vous voyez, elles sont hautes sur pattes, et puis du coup la viande de poulet, elle est dure, elle est ferme. Des prairies permanentes ou des prairies temporaires, monospécifiques interdites, donc on est bien dans la diversité, et puis des haies. Sans haies, il n'y a pas d'insectes. Donc, puisqu'elles sont carencées, il faut qu'elles aillent manger des insectes. Enfin, carencées, elles ne sont pas malheureuses, hein, d'accord ? On ne leur donne pas de l'alimentation animale et du soja avec de la lysine, etc. Elles doivent aller le chercher. Voilà. Donc, la Bresse, c'était un territoire de bocage. Les haies ont quasi disparu. C'était une région de polyculture, polyélevage. Aujourd'hui, on a des grandes exploitations céréalières en maïs. Et puis de la méthanisation, par exemple. Et puis, il reste un peu d'élevage de volailles, un peu d'élevage laitier, mais c'est seulement l'élevage qui permet de maintenir les haies. Et aujourd'hui, ça devient un enjeu
important. Et quand vous allez voir des éleveurs, les plus récents installés, une par exemple qui fait de l'accueil pédagogique, elle explique les haies, c'est pour aussi les renards. Et donc, je sais que j'ai des prélèvements, beaucoup de prélèvements, 20% de pertes sur les volailles par la prédation, buse, renard en particulier. Mais je rends à la nature ce que la nature me donne. Donc, vous voyez toute la construction d'un discours. Je suis un peu longue. La grande difficulté, à la fois pour l'élevage comme pour la viticulture ou la céréaliculture, c'est logiquement aussi tout ce qui est lié aux défis climatiques. Et puis aux questions sociétales. Sur le plan du défi climatique, la grande difficulté que l'on retrouve, c'est notamment pour tout ce qui est végétal, c'est la notion de stress hydrique. On s'en rend compte particulièrement, on va le voir sur un plan paysager, mais aussi par toutes les dérogations que demandent régulièrement les vignerons pour pouvoir irriguer leurs vignes. Alors que l'irrigation, pendant des décennies, je dis vraiment des décennies, était interdite. À titre d'exemple, depuis 2021, l'interdiction d'irriguer les vignes en Alsace a été supprimée. Donc depuis, ils travaillent pour savoir quelles seraient les parcelles qui pourraient être irriguées. Ça ne veut pas dire que les vignerons vont pouvoir irriguer dès qu'ils veulent leurs parcelles, mais il y a discussion pour pouvoir introduire maintenant de l'irrigation sur les parcelles les plus sableuses et qui connaissent le plus d'évapotranspiration. Et on le retrouve très bien, ce stress hydrique, dans l'ensemble des vignes, je vais dire françaises et mondiales. On dépasse largement l'échelle de la France, à différentes échelles, à la fois sur le plan paysager, c'est important, les feuilles, on va en reparler juste après, les feuilles, mais aussi l'herbe que vous avez dans l'espace interrang, parce que l'herbe, c'est autant d'humidité qui permet de préserver, encore une fois, les racines que vous avez donc de façon souterraine, préserver l'évaporation de l'eau du sol. Donc l'herbe, c'est plutôt bon lorsqu'il y a du réchauffement climatique. Vous voyez aussi les feuilles qui sont en décomposition. C'est un gros problème pour la photosynthèse. Et ceux qui ont des potagers, on se rend bien compte que quand il fait trop chaud, eh bien, nos légumes ne mûrissent pas, ne grossissent plus. Donc une trop forte chaleur longtemps, sur une longue durée, donc est un vrai problème. Donc c'est un problème de mûrissement. On le voit à différentes échelles. Perte de rendement avec les grains de raisin qui disparaissent, voire absence totale de rendement. Donc le problème fondamentalement du défi climatique, il est d'abord, on va dire, je veux bien que tu changes s'il te plaît, dans la réaction de la vigne à ce stress hydrique et à la perte de rendement, donc perte de récolte et encore moins de quantité à vendre. Et un point fondamental, c'est que le stress en lui-même n'est pas négatif. La vigne, elle n'aime pas avoir trop d'eau, absolument pas. On dit toujours qu'elle pousse bien dans des sols qui sont plutôt secs. C'est une plante qui en a l'habitude par un grand système racinaire. Il y a un aspect positif d'un stress hydrique modéré. Le côté positif, c'est que forcément, vous allez retrouver une hausse du sucre dans les raisins. Alors c'est plutôt bien pour les régions nord de la France, pas dans le sud où ils ont déjà beaucoup de teneur en sucre. L'effet positif, c'est qu'on va avoir des baies un peu plus petites, donc plus concentrées globalement. C'est l'absence de dilution que je viens d'évoquer. Et puis, lorsqu'il fait beau, on n'a pas de problème, notamment on le voit bien dans les régions de la moitié nord, on n'a pas de problème de vendanges qui vont être pourries. Donc là aussi, ça simplifie le travail et ça donne un goût meilleur au raisin. Mais si le stress est plus long, et c'est la période, nous sommes logiquement dans ces périodes-là de stress plus long, on va avoir une baisse de la qualité et de quantité des raisins, donc là, logiquement, encore une fois, mais surtout, ce qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes aux vignerons de la France et du monde entier, c'est à la fois la hausse de la teneur en sucre, ça va faire des degrés d'alcool beaucoup plus élevés, et ça pose un problème, parce qu'au-delà de 15 degrés, on n'est plus dans du vin. Le vin a une définition très spécifique, globalement entre 8 et 15 degrés. Au-delà, on n'est plus dans du vin, on va être dans des eaux de vie. Et puis, il y a un problème d'un manque d'acidité. L'acidité, c'est ce qui donne de la fraîcheur au vin. Or, le consommateur français qui consomme encore du vin a besoin de ressentir cette acidité et on le retrouve d'autant plus dans les vins, donc dans les vins blancs, chez les vins blancs. Donc, ce stress plus long finit par poser problème. Donc, les vignerons et les agriculteurs vont devoir réagir. Et pourtant, le terroir est labellisé avec le cahier des charges qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, il va falloir réagir par rapport à ces évolutions, réagir par différentes façons, qui peuvent être à la fois dans les réactions. Je vais te laisser la parole tout de suite. On va réagir à la fois par des adaptations de l'arbre ou l'adaptation des animaux.
ce terroir labellisé connaît aussi des difficultés dans l'élevage. Oui. Je te laisse la J'ajouterais parole. sur le vin, par exemple, là, dans côté vin du budget, on a eu des... Alors, l'année dernière, trop chaud, donc peu de récoltes et des grains comme tu les as montrés. Et cette année, gel tardif et donc pas de récolte non plus. Donc des personnes qui s'étaient installées en AOP vin du budget, avec une relance de ce vignoble, cette année sont en vraie crise parce qu'ils ont des emprunts sur le dos, etc. Et ça fait 2 mauvaises années. Donc, dans la durabilité du terroir, il y a aussi le fait de pouvoir faire que les hommes et les femmes puissent vivre de leur métier. Voilà. C'est fondamental. Alors, sur les AOP qui concernent les animaux, notamment les élevages, on a insisté sur une alimentation à l'herbe. Je vous ai montré tout à l'heure l'herbe fauchée, le foin séché. Donc, dans les cahiers des charges, on insiste sur un degré d'autonomie des élevages qui ne sont pas totalement autonomes, mais on cherche à tendre justement par rapport à ces enjeux de durabilité à plus d'autonomie des élevages, c'est-à-dire que l'alimentation animale provienne bien du terroir. En fait, avec les sécheresses à répétition, on a des problèmes pour avoir suffisamment d'herbe, d'accord ? Donc, qu'est-ce que ça induit ? Des dérogations parce qu'on n'a pas assez de foin ou qu'on a consommé le foin dès l'été ou la fin de l'été. On n'a pas de regain, on n'a pas eu de foin ou on n'a pas de regain à l'automne ou on n'a pas pu faucher au printemps, etc. Donc, on est obligé d'avoir des dérogations dans les cahiers des charges. Et ça se traduit aussi là sur des questionnements. Ça se traduit aussi sur des tensions foncières. C'est-à-dire qu'on va vouloir, si les alpages, par exemple, ou les hautes terres n'étaient plus utilisées, ou très peu, ou utilisées pour les viandes, les génisses, etc., ce qu'on n'allait pas, aujourd'hui, elles sont à nouveau convoitées. De la même façon, moi, j'habite justement près de Bourg-en-Bresse. On a le côté Revermont qui fait chaud, où on a l'appellation comté. Je vous ai montré tout à l'heure les Montbéliardes du Revermont. Et bien là, on a des éleveurs qui vont grignoter sur la forêt. On voit du déboisement pour aller chercher de plus en plus de terrain à troupeau égal. D'accord ? Et d'ailleurs, ce que tu dis est intéressant parce que pour la vigne, les terroirs qui sont sur les hauteurs qui étaient délaissés parce qu'ils étaient plus difficiles à exploiter connaissent aussi, pour certains, un regain d'intérêt au détriment des terres non plus de la plaine. On les a délaissées en Alsace depuis un moment, mais des terres qui sont plus en hauteur. Donc, on a des remontées progressives de vignobles vers les zones, je vais dire, de Piémont, notamment des moyennes montagnes particulièrement. Alors, les réactions pour dire les choses de façon assez rapide, comment font les producteurs ? Alors, si je reprends les vignerons, mais on va le retrouver aussi pour les éleveurs, il y a 2 façons. Il y a celui qui va s'adapter tout seul, il va se débrouiller. Il va essayer de mettre de l'herbe dans son interrang, de diversifier les espèces au bout de ses rangées de vignes pour pouvoir apporter de la biodiversité aussi, parce qu'il y a moins de biodiversité avec le réchauffement climatique. Il y a celui qui va quémander au cas par cas pour sa parcelle une possibilité d'irrigation. Il y a celui qui va commencer à mettre de l'agroforesterie, des arbres, qui va remettre des arbres dans ses vignes ou en bordure de vignes, alors qu'entre les années 50 et je vais dire les années 2020, globalement, on les avait, ou 2010, globalement dans les vignes, on les avait complètement supprimés au nom de la spécialisation agricole et pour pouvoir tout mécaniser. Donc on va réinsérer l'arbre dans les vignes et en bordure alors qu'on l'avait supprimé. Cet arbre, il est très souvent fait spontanément par les producteurs ou par le producteur. Il doit demander aussi des autorisations. Donc ça part du bas pour aller vers le haut. Mais il y a aussi des mesures qui sont proposées du haut, ça veut dire de l'État, l'Europe, l'État français, l'INAO, pour pouvoir favoriser toutes ces nouvelles façons de pouvoir planter des arbres qui sont valorisées et qui, qui doivent être inscrites temporairement dans les cahiers des charges.
Il y a ces éléments-là, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Si vous mettez de l'arbre dans les vignes, vous perdez en rendement. Or, le rendement minimal est inscrit dans le cahier des charges. Donc, ce sont à la fois des initiatives du bas vers le haut et du haut vers le bas qui se développent. Et parmi ces initiatives-là, donc bien sûr qu'il y a l'arbre. L'arbre a un rôle fondamental, notamment les essais principalement ont eu lieu en Occitanie, au tout début, au début des années 90, puis dans le Bordelais. Aujourd'hui, il se développe largement parce que, effectivement, l'arbre, c'est un brise-vent. Il apporte de l'ombre, il maintient de l'humidité dans le sol, mais à condition qu'il ne soit pas trop près de certains rangs de vignes, certaines rangées de vignes, parce que sinon après il va devenir concurrent pour l'eau, pour le carbone, etc. Donc toute cette science autour de la vitiforesterie est principalement étudiée par les agronomes et notamment pour la vigne à Montpellier. Mais c'est important, c'est-à-dire que ce que je trouve toujours intéressant, c'est qu'on pense qu'une solution va venir d'un élément, c'est ce qu'on évoque souvent en agroécologie, tiens, on va mettre de l'arbre, ça va être plus simple, de l'ombre, brise-vent et plus de fraîcheur, mais l'arbre va avoir d'autres contraintes, donc il va falloir adapter, là encore une fois, les cahiers des charges. Et ce qu'on connaît en général le plus souvent, donc on mentionne la plupart du temps dans la presse, ce sont les nouveaux cépages qu'on intègre dans les cahiers des charges en France, mais il faut bien savoir que pour intégrer un nouveau cépage, eh bien, il faut demander une autorisation à l'Institut national des appellations, et ce cépage est testé pendant 1, 2, 5, mais souvent 10 ans maintenant, 10 ans, et au-delà de cette période-là, le cépage, l'INAO va voir, l'Institut national des appellations d'origine, va accorder ou pas la possibilité de vraiment insérer le nouveau cépage dans la typicité, la spécificité du terroir. Et c'est ça la très grande difficulté. Qu'est-ce que l'on veut? Je te laisse la parole. Qu'est-ce que l'on veut? Est-ce que l'on veut maintenir à tout prix des vignobles, par exemple, pour maintenir des exploitations? Voilà le grand dilemme. Ou est-ce qu'on veut aussi, donc si on veut cela, est-ce qu'on veut maintenir la typicité, la spécificité du vin qui figure dans le cahier des charges? Et c'est entre ces deux extrêmes que l'INAO doit trouver un modus vivendi, d'une certaine façon. Il y a les détracteurs qui disent que le goût change et d'autres qui disent qu'il faut qu'on fasse perdurer notre exploitation. Et c'est là le grand débat, la plupart du temps, en lien avec le réchauffement climatique, en tout cas pour la vigne. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on avait oublié pas mal de cépages anciens et qu'aujourd'hui, on recommande, alors qu'on l'a fait sur les arbres fruitiers, par exemple, ou sur des variétés de semences, d'essayer de conserver, de répertorier. Et aujourd'hui, eh bien, on a la même chose sur le vin depuis quelques années. Et l'idée de retrouver des cépages anciens qui seraient plus résistants, qui fleurissent plus tard, donc qui sont résistants au gel, ou qui ont des degrés alcooliques moindres, qui font que ça monte pas, quoi. Voilà. Voilà. Et tout ça, ça nécessite à chaque fois l'adaptation des savoir-faire des vignerons qui sont à l'écoute de leur sol, du climat, etc. On l'oublie, ce rôle des agriculteurs. Alors, sur l'élevage, eh bien, c'est pareil. Les animaux, ça n'aime pas la grosse chaleur. En Bresse, par exemple, on arrive maintenant à 30 degrés, on s'y habitue aux 30 degrés. Donc, il y a 10 ans, c'était exceptionnel. On arrive à monter à 36. Vous imaginez une vache à 36, ça ne donne pas de lait. D'accord ? Donc, les éleveurs doivent penser aussi à le bien-être animal et cette chaleur excessive. Retrouver de l'ombre. Vous avez on avait des haies, on avait ce qu'on appelle des pré-vergers, qui ne sont pas seulement en Normandie, qui sont aussi savoyards, qu'on a aussi dans le Revermont. Un peu partout, on avait des pré-vergers. C'est-à-dire l'association entre des arbres fruitiers et des prés en dessous. Et en fait, ces pré-vergers, ils ont disparu, bien entendu. Retourner une prairie, l'entretenir, faire en sorte que la vache ne mange pas trop de pommes qui sont tombées, etc. Ça gêne, d'accord ? Donc, ils ont disparu. Je vous mets ici une photo, pardon, je montre là. Vous avez une photo typiquement de l'avant-pays savoyard où on n'avait que des pré-vergers. Vous voyez, là, il en reste un petit peu juste derrière la ferme. Ailleurs, vous avez des pâtures qu'on peut faucher très facilement, voire réensemencer. Et aujourd'hui, on se dit quand même, remettre de l'ombre pour les vaches, c'est quand même pas mal. Donc, oui, juste là, je voulais vous montrer l'état des arbres. Là, c'est un pré-verger résistant. Vous voyez, tous les vergers, là, on
on a fait un peu des enquêtes, ils sont tous avec du gui, hein, ils sont tous malades. Donc aujourd'hui, dans certains éleveurs repensent eux aussi planter des arbres pour faire de l'ombre aux vaches laitières, mais aussi de l'ombre à l'herbe et pour la maintenir. Voilà. Donc ici, on est toujours dans l'avant-pays. Voilà, bah oui, mais on va peut-être revenir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on commence aujourd'hui à inventorier des prairies dites locales. Vous savez qu'il y a un label aujourd'hui qui est végétal local. Ce végétal local, il était sur les haies d'ornement, sur un peu les fruitiers, etc. Et aujourd'hui, il y a un premier label dans la Dombes sur un végétal local pour les prairies, pour recenser, repérer et avoir un cocktail de variétés locales qui sont justement en lien avec le terroir et qui sont susceptibles de mieux résister au stress hydrique. Donc, comme je vois que l'heure tourne, on va s'accélérer. Toujours pour montrer cette idée que le terroir, c'est le retour à la nature de façon progressivement, surtout je vais dire à la fois pour certains producteurs, mais aussi pour certains consommateurs. L'idée, c'est que certains se disent, finalement, ce retour du terroir, ce serait peut-être bien qu'à côté des cahiers des charges, on valorise des vins, notamment, qui souligneraient la moindre intervention de l'homme, l'intervention minimaliste de l'homme. Vous voyez, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que ce serait l'idée selon laquelle moins l'homme interviendrait dans les vignes, on va dire globalement des vignes bio, globalement, et moins il interviendrait dans les caves, meilleur serait le vin. Ou en tout cas, mieux serait valoriser le terroir. Ce serait plutôt cette idée. Ne pas trahir le terroir, c'est d'intervenir le moins possible sur le vin. Alors là, ça pose beaucoup de questions parce que ces vins naturels, c'est globalement le fait de ne pas se mettre de soufre, de sulfite. Or, les sulfites sont souvent là pour les conserver. Donc, vous avez tout un mouvement chez les vignerons comme chez les consommateurs qui cherchent à consommer ces vins qui sont pour eux révélateurs du terroir, à condition que l'homme, effectivement, intervienne le moins possible. Alors, ces vins nature, on a moins de 500 vignerons en France qui ne font que cela. Mais il faut voir que les vignerons, on revient toujours aux hommes. Tous ces hommes ont besoin de vivre de leur production. Et si vous regardez leurs plaquettes, ceux qu'ils vendent, la plupart proposent une gamme de vins naturels, mais à côté de toute l'autre gamme qui va jusqu'au vin conventionnel. Pour pouvoir vivre, encore une fois, c'est bien cette idée-là. Et il y a un deuxième point, vous l'avez notamment en Alsace, parce que l'Alsace a toujours été en pointe sur l'essor du bio, de la biodynamie, mais surtout aussi, au-delà de la biodynamie, de tout ce qui est vigne et place laissée à la nature. Vous avez de plus en plus ce mouvement-là en France, où les vignerons, bio ou pas bio, c'est pas du tout la question pour eux, cherchent à mettre en évidence le plus de biodiversité possible dans leurs vignes. Donc ça apporte beaucoup d'humidité, ça demande beaucoup de travail en vigne. Là encore une fois, c'est une grande concurrence dans le cadre des rendements, mais cela permet à la fois des paysages que les touristes cherchent ou recherchent de plus en plus, je dirais plutôt recherchent de plus en plus, et qui permettent un point fondamental, on va revenir à la notion de terre, qui permettent de régénérer les sols, parce qu'il faut revenir là-dessus. Les sols sont tellement pressurés, ont connu aussi beaucoup de produits chimiques même dans les vignes, et bien là, il faut les régénérer, les aérer. Et la végétation est un bon moyen donc pour régénérer et revaloriser son terroir. Alors, pour l'élevage, on a aussi des personnes qui sortent des appellations d'origine et qui vont vendre un fromage type Cantal en disant fromage de foin, pour bien préciser qu'on a un fromage fait à partir juste de lait de foin. Donc il y a aussi des façons, des personnes qui sortent des appellations d'origine pour valoriser un produit plus naturel. Et puis produit plus naturel, vin naturel, juste une petite, un petit mot sur par exemple le beurre, qui était un produit le plus industrialisé possible et qui aujourd'hui revient comme un produit naturel. Dans le beurre, il y a juste de la crème, un ferment, enfin des ferments, un cocktail de ferments. Et de fait, une appellation comme celle du beurre de Bresse qui met vraiment ça en valeur, le fait que c'est un produit naturel
qui, dans le cahier des charges, met des haies et qui, dans le cahier des charges, met aussi le bien-être animal, c'est-à-dire un certain nombre de vélages obligatoires pour la vache, c'est-à-dire qu'on ne la met pas au rebut et on garde les vaches longtemps. Voilà, donc c'est cette idée-là aussi. Alors, le terroir, ça fait le lien, il est bousculé aujourd'hui par des contestations et de nouvelles attentes sociétales. On va passer plus vite puisqu'on a bien expliqué tout le reste. Aujourd'hui, l'idée d'une volonté de retour aux produits locaux, on l'a évoqué hier dans le débat sur l'agriculture, agriculture de proximité, on vous dit toujours consommer des produits locaux. Cette idée de consommer de produits locaux, ça va souvent à l'encontre de consommation du produit d'appellation qui, par définition, lui, c'était le produit d'un terroir qu'on consommait dans les métropoles, en ville, à l'étranger, des produits haut de gamme. Donc il y a aujourd'hui une tension forte entre relocalisation de l'alimentation et achat de produits. Je vous donne un exemple. Il y a une nouvelle génération de crémiers fromagers qui s'installe et eux, ils vont vendre, ils ne sont plus dans la promotion de l'AOP, ils sont dans la promotion du produit local. Donc un façon sel sur chair fait dans les monts du Lyonnais, ça ne pose pas problème parce qu'il est local. D'accord ? Voilà. Donc cette idée-là, vente en circuit court, l'idée que que la qualité vient de la terre d'à côté. Le produit, il est de qualité parce qu'il vient d'ici. Il y a eu une marque, par exemple à Grenoble, qui était terre d'ici. Voilà. Et végétal local, ça va dans cette idée-là, tout à fait. Et de fait, on a aussi, du coup, une forte attention à la biodiversité domestique. Il y a l'idée que les variétés anciennes de fruits, les semences, les races, elles sont plus rustiques. Et donc, aujourd'hui, on a une sorte de circulation des variétés, des races. Je vais vous montrer une photo. Voilà le cœur du comté, d'accord, Eh bien, on a une nouvelle installation, une installation en élevage de moutons. Il y en a eu des élevages de moutons qui étaient associés, mais vous voyez avec une race pyrénéenne. Donc, on n'est pas tout à fait... il n'y a pas de race locale là-bas, mais bon, voilà. C'est vous dire aujourd'hui, c'est dans notre idée, ancrage ou pas, ce changement climatique, les changements sociétaux font qu'on est dans de la circulation, peut-être un peu plus que dans l'ancrage aujourd'hui, tout en disant que ces races rustiques, elles vont s'adapter et que, par exemple, on installe des pieds de tomates en montagne et qu'elles vont, au bout de 2 ou 3 saisons, si vous voulez, elles vont s'adapter à un climat de montagne. Donc, on est dans l'idée qu'on fait circuler, mais on adapte et on ancre dans un terroir via une forme d'adaptation au changement climatique. Je vous avais mis aussi cette idée du local, un exemple, l'artisou du Mézin. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le fromage aux artisous. C'est un fromage avec plein de petits animaux dans la croûte. Si vous prenez un microscope, vous allez voir plein d'insectes. On retrouve ces insectes aussi dans la mimolette, la croûte, voilà. Époque de standardisation, quelle horreur, voilà, c'est pas propre, d'accord. Et ce fromage, il s'est maintenu par une consommation locale. Saint-Étienne en particulier, le Puy-en-Velay, et aujourd'hui fait son grand retour comme fromage local avec des pratiques de consommation locale, etc. sur le marché de Puy-en-Velay. Et puis, la valorisation des produits, c'est aussi lié au tourisme. Tu le disais, l'huile de Nyons sur le marché de Nyons. Vous avez l'huile avec l'appellation, puis vous avez les producteurs de miel en vendant du miel local. Voilà. Ce qu'on voulait vous dire. Ensuite, un enjeu très fort, c'est la compétition sur le foncier. On l'a vu monter plus haut, etc. Et dans certains territoires, il y a des concurrences très très fortes. Par exemple, je vous ai montré des moutons. Aujourd'hui, les installations en Savoie, c'est plutôt des élevages de lait, de brebis, de moutons dans la terre de la... Alors, au début du 19e, on avait des troupeaux mixtes. Mais là, on a des concurrences assez fortes. Et puis surtout, relocalisation de l'alimentation, démarche des collectivités territoriales pour installer des personnes qui vont alimenter les cantines ou avoir des fruits et légumes.
et qui interviennent sur le foncier. Et on a une concurrence forte sur le foncier entre des installations en maraîchage dans des zones d'appellation d'origine et des politiques publiques qui vont dévaloriser le charolais, par exemple. Dans le charolais, on dit qu'il faut faire du maraîchage. Et qu'est-ce qui fait vivre aussi les éleveurs et les agriculteurs? C'est la viande charolaise. C'est l'AOP Tome des Bauges, c'est fromage des Bauges. Donc il y a aujourd'hui aussi des tensions assez fortes entre différents enjeux autour de l'agriculture. Et puis, toujours autour du foncier, eh bien, je vous ai cité tout à l'heure élevage de volailles de Bresse. Donc il y a plein de problèmes, la prédation, l'image de l'élevage, tout ce que vous voulez de volailles. Mais aussi, très important, l'urbanisation avec une concurrence sur le foncier qu'on va retrouver sur les fromages savoyards. Concurrence, plus on a d'urbanisation, moins on a de terre pour l'agriculture, alors que dans le cahier des charges, on demande de plus en plus d'autonomie, donc des exploitations qui ont besoin de terre pour répondre au cahier des charges. Voilà. Et nous vous remercions de votre attention, parce que là, je crois qu'on a bien abusé. On avait jusqu'à 30. Si vous avez des questions, non ? 2 minutes, pardon. Moi, j'avais calculé 30. D'accord. J'avais calculé 30 et 30. Excusez-moi. C'est pour ça que je n'ai pas fait attention. Oui ? Oui ? Juste une petite question. Donc là, on voit bien tout ce que vous proposez en termes d'adaptation, enfin, les évolutions, les adaptations. Alors, je vais peut-être être un peu provocateur, mais... que pensez-vous, parce qu'on a vu les ombrages pour les vaches qui reviennent avec les arbres, enfin bon, on revient à l'essentiel, mais les panneaux solaires au-dessus des vignes, c'est quoi la compatibilité qu'on pourrait avoir avec la notion de terroir que vous proposez? Et est-ce que ça peut être compatible avec un vin nature? Là, la question est vaste. Hein. Oui. L'idée, d'abord, il faut quand même le dire, c'est que c'est de proposer de l'ombre au feuillage de la vigne. L'idée est plutôt bonne, donc ça permet de répondre sans changer le cépage, encore une fois. Ça permet un complément de revenu à l'agriculteur ou d'éviter de dépenser, ça c'est un point fondamental. Donc ça ne modifie pas directement, pour peu que les grains de raisin aient le taux de sucrosité, ça ne modifie pas le cahier des charges. Après, la compatibilité avec le vin nature, je n'en sais fichtre rien. Mais sur le fond, je vois pas pourquoi ce serait antinomique. C'est le côté, si on veut rester vraiment dans l'idée de durabilité, c'est que ça permet au moins de maintenir pendant un temps, parce qu'il faut aussi des études derrière pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Ça, on en est encore au début. Ça permet la durabilité au moins économique de l'exploitation. Et si ces expérimentations sont acceptées par l'INAO aujourd'hui, c'est principalement au nom de la durabilité économique. Là, on est bien d'accord. Économique essentiellement. Économique de l'exploitation. Eh oui, parce que ça évite aux vignerons de tout arracher, de mettre d'autres cépages, ou alors de trouver des filets pour protéger ces vignes. D'accord, c'est économique et pas comme une adaptation complémentaire à d'autres types de vignes plus anciennes. C'est comme ça que c'est perçu pour l'instant. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, on vous dira tout le contraire. C'est intéressant. Merci beaucoup. Merci.